regarde où? Je regarde là bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir à la Fondation Thalie pour une soirée de poésie Équinoxe qui célèbre en fait le bicentenaire de Baudelaire et sur la thématique de oublier le spleen. Et avant de rentrer en profondeur sur ces lectures, j'ai envie de vous rappeler la mission de la Fondation Thalie que j'ai eu la chance de pouvoir créer en 2013 et qui accueille ici à Bruxelles toute une série d'activités autour de 3 axes qui sont la défense des femmes dans l'art, dans la sphère de la création contemporaine, parce que je pense qu'elles sont encore suffisamment sous-représentées. La question des savoir-faire, de l'intelligence des matériaux, du geste, avec actuellement une exposition qu'on présente avec 25 artistes émergents autour du textile, de la trame et autour de la céramique de la terre comme récit, comme tradition vernaculaire. C'est une exposition que j'ai eu la chance de co-curater avec Anissa Touati et qui aura lieu jusqu'au 21 novembre. Voilà, donc une exposition dans un ancien atelier d'une sculptrice italienne et dans cette maison néo-moderniste des années 30 qui accueille donc ces expositions, cette programmation. La programmation, c'est beaucoup de travail autour d'un engagement autour des écritures contemporaines, comme la poésie. La poésie qui est née d'un élan en mars 2020, à un moment du premier confinement, où on était tous et toutes dans un état de sidération. Et c'est avec Barbara Polla que nous sommes lancés dans ces soirées équinoxes, sans jamais imaginer que ça allait susciter autant de passion et de rencontres incroyables. Et donc on a continué semaine après semaine à accueillir des lecteurs, des lectrices et à sortir et de là est née une maison d'édition qui s'appelle Ishtar en parallèle de la Fondation et qui publie ces textes de ses lecteurs, de ses lectrices dans un livre qui s'appelle donc Équinoxe, donc le nom éponyme de ces soirées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la programmation, la résidence. On a également à la Fondation une résidence qui accueille des artistes et des auteurs sur des projets spécifiques, beaucoup autour de la recherche, de la mise en place d'un projet et aussi en laissant la possibilité d'une restitution au sein de la Fondation. Actuellement, nous avons en résidence qui viennent d'arriver Joseph Schiano di Bombo et Salvatore Arancio. Et donc Joseph, je pense, nous prépare quelque chose. Et enfin, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est que la Fondation se réoriente sur les questions écologiques, considérant que les questions climatiques, à mon avis, doivent être encore plus adressées dans la sphère de l'art contemporain. Et donc, on a lancé cette programmation qui s'appelle Paroles de créateurs face à l'urgence écologique et qui propose en fait un regard à la fois artistique et scientifique pour créer des récits et éveiller, sensibiliser et mener des actions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très très bonne soirée. Merci d'être là, merci. Et vive la poésie et vive Baudelaire. Bonne soirée à vous. Merci Nathalie et merci à la Fondation Thalie et à toute l'équipe. Cette soirée est en fait une soirée anniversaire de Baudelaire, comme l'est toute l'année. Et c'est la deuxième fois, l'année dernière et aujourd'hui, que en fait, l'entièreté de ce que nous allons lire va être retransmis et partagé avec le Centre Pompidou à Paris, qui célèbre aussi ce soir, cette nuit, l'anniversaire de Baudelaire. Et pour fêter cet anniversaire, nous avons choisi le thème « Oublier le spleen ». C'est le thème que nous avons choisi avec Nathalie, car il nous semblait que le spleen
avait duré assez pour l'instant et que nous allions nous diriger vers d'autres plaisirs. « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans », écrivait Baudelaire dans Spleen. La mémoire est un phénomène crucial de nos existences. C'est une merveille le plus souvent, mais parfois c'est une torture. Merveille quand nos souvenirs nous rapprochent de l'enfance, merveille aussi que la mémoire du corps, qui nous rappelle à nos joies organiques et à nos apprentissages inconscients et aux merveilleuses madeleines, fleurs, luxe et volupté. Torture en revanche, lorsque la mémoire altérée pèse sur nos vies, sur nos épaules du poids de 1000 ans. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Le poète alors tente d'échapper au spleen, à l'ennui, en s'adressant à la poésie, puis à l'amour. Oublions le spleen, mais n'oublions pas l'oubli, l'indispensable oubli, facteur de légèreté, de renaissance, de vie. C'est Joseph Schiano di Lombo qui va ouvrir cette soirée. Il est donc l'un des résidents de la Fondation Thalie en ce moment même, car comme Nathalie vous l'a rappelé, la Fondation accueille également des résidents. À travers des œuvres visuelles, musicales et littéraires, Joseph Schiano di Lombo fait l'équilibriste, à la périphérie de ses textes, à mi-chemin des sentiers balisés et des hors-pistes, du noble et du trivial, du conceptuel et du sensuel, dit-il. Il se laisse traverser par les chemins qu'il traverse. Et ce soir, il va nous lire et commenter des extraits de Peintres de la vie moderne, un recueil d'essais de Charles Baudelaire, loin du spleen parisien. Ce recueil et ce Baudelaire-là nous parlera du dandy, qui, dit-il, peut être un homme blasé, un homme souffrant, mais il sourira, comme le lacédémonien sous la morsure du renard. Et Joseph Schiano di Lombo nous fera découvrir un autre Baudelaire, celui de la légèreté du beau, car oui, il existe aussi. Alors, oublions le spleen. Joseph, à toi. Juste après ou juste avant le spleen, il y a notre capacité à reconnaître que le monde, même civilisé, pas seulement la splendide nature, est beau. Baudelaire dit bien, je cite, que tout n'est pas dans Raphaël, que tout n'est pas dans Racine, que les poetae minores ont du bon, du solide et du délicieux, et enfin que pour tant aimer la beauté générale qui est exprimée par les poètes et les artistes classiques, on n'a pas moins tort de négliger la beauté particulière, la beauté de circonstance et le trait de mœurs. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d'un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l'on veut, tour à tour ou tout ensemble, l'époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme l'enveloppe amusante, titillante, apéritif du divin gâteau, le premier élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Plus loin, à travers les yeux d'un artiste qu'il appellera de ses seules initiales, Baudelaire dresse le portrait de toutes celles et ceux qui goûtent à la beauté légère qui court les rues. La foule est le domaine de M.G. Comme l'air est celui de l'oiseau, comme l'eau celui du poisson.
Sa passion et sa profession, c'est d'épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. Voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. L'amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l'amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables, comme l'amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. Ainsi, l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule, à un kaléidoscope doué de conscience qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C'est un moi insatiable du non-moi qui, à chaque instant, le rend et l'exprime en image plus vivante que la vie elle-même, toujours instable et fugitive. Tout homme, disait un jour MG, dans une de ses conversations qui l'illumine d'un regard intense et d'un geste évocateur, tout homme qui s'ennuie au sein de la multitude est un sot. Quand MG, à son réveil, ouvre les yeux et qu'il voit le soleil tapageur donnant l'assaut aux carreaux des fenêtres, il se dit avec remords, avec regret, « Quel ordre impérieux, quelle fanfare de lumière ! Depuis plusieurs heures déjà, de la lumière partout, de la lumière perdue par mon sommeil. Que de choses éclairées j'aurais pu voir et que je n'ai pas vues. » Et il part, et il regarde couler le fleuve de la vitalité, si majestueux et si brillant. Il admire l'éternelle beauté et l'étonnante harmonie de la vie dans les capitales, harmonie si providentiellement maintenue dans le tumulte de la liberté humaine. Il contemple les paysages de la grande ville, paysages de pierre caressés par la brume ou frappés par les soufflets du soleil. Il jouit des beaux équipages, des fiers chevaux, de la propreté éclatante des grooms, de la dextérité des valets, de la démarche des femmes onduleuses, des beaux enfants heureux de vivre et d'être bien habillés, et un mot de la vie universelle. Je vais devoir me mettre sur la pointe des pieds. Désolée d'être si petite. Merci. Aurélie Gravas est peintre et musicienne. La création représente pour elle un abri et sa liberté consiste à protéger son espace d'individu. Ma peinture, dit-elle, me permet de me mettre au monde, ce qui m'anime, et mon atelier est un terrain vague d'où je veux faire émerger des formes musicales ou picturales pour survivre jusqu'à la fin du monde. Aurélie Gravas, écrit Paul Arden, a recours à l'art comme à une stratégie de vie et de survie. Créer, dans son cas spécifique, c'est bâtir un lieu de protection, un havre contre tout ce qui vient menacer la vie. Son art se lie avec l'espérance de la vie et de la paix. Mais pour vivre la paix, l'oubli est essentiel. Aurélie Gravas va nous chanter une chanson qui parle d'oubli.
I remember I remember I remember I remember I forgot I remember I forgot I tried to I remember I forgot I tried too far I remember I forgot I tried to forget I remember I forgot I tried to forget I remember I forgot I tried to forget I remember I forgot I tried too far I remember I forgot I tried to I remember I forgot I tried I remember I forgot I remember I remember I Merci beaucoup. Florence Baudou est née la plume à la main, dans un monde qui n'était pas vraiment prêt à accueillir cette plume. Elle a dès lors écrit très longtemps pour elle-même, pour elle seule, effrayée par la broyeuse éducative, comme elle le dit si bien. Mais le désir, le désir d'écrire, ou plus encore la nécessité, ce désir qui s'est épanoui à l'ombre du Covid, le confinement, la solitude féroce, les questions sur le futur. Florence écrit désormais tous les jours, par plaisir, mais aussi et surtout parce que, comme pour Aurélie, il y va de sa survie. Elle va nous lire Désir, une lettre qu'elle lui a écrite, un joyau. Écoutez. Désir. Je pense que c'est dans le rose des fins de soirée d'été que tu m'as le plus manqué, quand le temps, suspendu, t'aurait susurré d'y pénétrer, de prendre le corps en entier et d'y développer par là toute ton omnipotence, faire vœu de jouissance. Mais depuis un temps déjà, ne résidait plus grand-chose dans la douceur de la nuit. Nulle place pour le rose, un vide, un trou, un rien, une mémoire livide. C'est aussi un soir qu'elle t'a pris, un soir merveilleux en apparence, une fantastique romance, dans un tour de passe-passe dont lui seul a le secret,
enfoui entre ma grande docilité et son impénétrable indignité. Il t'a chopé, comme ça, même pas peur. Sans aucune difficulté, il t'a fait plier, t'a rendu prisonnier d'une des pires cases au jeu de l'inhumanité. Je t'ai cru perdu, si lointain, et la mémoire sous embrun. Alors je me suis mise à imaginer, à chercher. J'ai pensé que peut-être d'autres peaux t'avaient tant tanné et sans jamais vouloir dialoguer que jamais plus tu ne sortirais du bas du ventre. Là où, avant, tu te pointais, toujours en bourdonnant, grandiloquent. Ou encore, que les années avaient fini par œuvrer à la perte de la légèreté, du sentiment de flotter, de l'imbécilité joyeuse. Que tout ce tralala, au regard de la grande médiocrité des chairs, ne t'était plus acceptable, que tu étais devenu un juge bien sévère, implacable. Conscientiser ta perte me fut presque insupportable, la colère tonitruante, hurlante dans les tympans, à m'en faire des bruits de fond, interdisant par là chacune de mes rêveries, faisant plier la mémoire à la peau ou les chairs au cerveau, dans une errance absolue. Persuadée de t'avoir cédé, t'avoir sacrifié, je m'en suis voulu, à m'en faire chialer les yeux de sang, te protéger en faisant vœu du néant, un pacte entre toi et moi, entre la tête et le corps, à jamais distincts l'un de l'autre par ma grande faute. Les mois se sont écoulés, les petits riens sont devenus quotidiens, l'immense colère s'est terrée, se nourrissant du bruit des gens. Il en a fallu des ciels sombres, il en a fallu du rien. Il en faut de la colère sourde, il en faut de la voix, faire face, taper le pavé, montrer les dents, insérer chacun de mes pieds bien alignés dans le sol pourtant tortueux. Puis, oser pardonner, non pas aux voleurs de désir, mais aux désirs volés, au corps affaibli. Comprendre que la sentence n'avait jamais appartenu qu'à celui qui, content de lui, l'avait imposée. Ne pas être d'accord ne changera rien à sa petite partition méthodique. Entendre, la désaccorder, jouer plus fort, ne pas laisser sa chanson te parvenir. Et comme ça, sans appel, bien des mois plus tard, un après-midi d'été, sentant le haut des joues rougir, le corps trembler et les yeux bleus noyés, j'ai constaté enfin nos retrouvailles, dans la moiteur d'une douche italienne, entre le silence plein et le bruit sourd des cigales. Après coup, comme dicté par l'au-delà, écrire. T'écrire comme jamais avant, avec soif et parcimonie, chirurgie des mots. Ne plus rien faire d'autre que, du bout des doigts, trouver notre saveur, trouver le plaisir du dialogue détaché sans rien partager. Imposer les phrases qui se tordent, glissent et claquent. Exiger le dû. Nouveauté grisante, interdite. Manquer d'essence, mais n'en avoir rien à foutre. Assister à ta souveraineté. L'éclosion de ta cour préférée. Et discerner enfin là ton irrémédiable puissance. Rosana Gangemi est philosophe de l'art, spécialisée dans la littérature féministe du 19e et 20e siècle. Elle est conférencière et auteure. Chargée de cours à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, elle travaille également à l'ULB et à la Sorbonne. Elle vient de publier Tra due rive, autrici del Novecento europeo sul confino e sull'esilio. Entre deux rives, entre la frontière et l'exil, entre la philosophie et la poésie, Rosana Gangemi n'oublie rien
Elle va évoquer pour nous la présence de Baudelaire en Belgique. Son texte s'intitule « Descente en Belgique ». Eh bien, descendons avec elle. Descente en Belgique. J'ai le rôle difficile d'évoquer Baudelaire en belgophobe. Le séjour de Baudelaire occupe les 2 dernières années de sa vie, d'avril 1864 au 2 juillet 1866, quand sa santé lui imposera un retour précipité en France. Désenchanté, désargenté, Baudelaire s'exile en Belgique en quête de ce qu'il appellera la grande affaire, le seul médicament qui lui semble acceptable pour continuer à exister littérairement, pour se refaire une santé économique, voire pour retourner en France, comme il le dit, glorieusement. Il essayera d'oublier le spleen avec l'espoir de la gloire en faisant face à l'ennui, un ennui affreux. Et un constant besoin d'argent. Dans une lettre à Narcisse Ancel du 30 mars 1866, il écrira « Excusez mon style écourté, j'emprunte la plume d'un autre ». De son vivant, la grande affaire échouera. Ce séjour acharné et soulagé en bras par l'amitié avec Félicien Rops et rongé d'une ambition désespérée et d'une santé désolante, s'avérera néanmoins fécond à l'écriture. Plein de lettres et de fragments savoureux avec des passages mornes et caustiques sur la Belgique. Et on peut s'en douter, au fur et à mesure que la grande affaire se fait grande illusion, la rage critique envers les pays d'accueil s'exprime sans relâche. Qu'il soit au fond des portraits impitoyables de l'homme moderne tout court ou juste de l'homo belgicus, il vaut la peine d'en rappeler quelqu'un. Je vous présente une très courte sélection de ces mots qui resteront dans les annales, comme on l'a écrit, comme une des pires et des plus comiques déclarations de haine vers un pays et son peuple. Voici quelques lignes tirées des lettres à Madame Opic, sa mère. Bruxelles, vendredi 17 juin 1864. Ma chère mère, il est 6 heures, j'ai eu tort de ne pas t'écrire ce matin, j'ai pris un grand parti. Je ne vois plus personne, les Français, un de mes amis avec qui je pouvais me divertir de ces vilains Belges, est parti. Je suis seule, je me lève de bon matin, je travaille. Jeudi, je saurai mon sort. Voici maintenant le récit de la fameuse soirée. 15 personnes invitées par moi, dont 100 sont venues, les meilleures, mais sans influence. Et dont 2 seulement, le ministre et le directeur de l'indépendance belge, se sont excusés par écrit. 15 personnes invitées par les maîtres du logis, dont 5 sont venus. Te figures-tu 3 énormes salons illuminés de lustres, de candélabres décorés, de superbes tableaux, une profusion absurde de gâteaux et de vins, tout cela pour 10 ou 12 personnes très tristes. Un journaliste penché à côté de moi me dit « Il y a dans vos œuvres quelque chose de chrétien qu'on n'a pas assez remarqué. » À l'autre bout du salon, sur le canapé des agents de change, j'entends un murmure. Ce monsieur disait « Il dit que nous sommes des crétins. » Voilà l'intelligence et les mœurs belges. Voyant que j'ennuyais tout le monde, j'ai interrompu ma lecture et je me suis mis à boire et à manger. Mes 5 amis étaient honteux et consternés. Moi seule, je riais. Si je mène bien mon étude sur la Belgique, tu verras des choses fort drôles que personne n'a osé dire. Tiré de Pauvre Belgique. Beaux-Arts. En Belgique, pas d'art. Il s'est retiré du pays. Goût national de l'ignoble. Comment on fait une collection? Les Belges mesurent la valeur des artistes au prix de leurs tableaux. Sculpture nulle. La peinture flamande ne brille que par des qualités distantes des qualités intellectuelles. Pas d'esprit, mais quelquefois une riche couleur et presque toujours une étonnante habileté de main. Pas de composition ou composition ridicule. Sujet ignoble, pisseur, chieur, vomisseur. Plaisanteries dégoûtantes et monotones qui sont tout l'esprit de la race. Type de laideur affreuse. Ces pauvres gens ont mis beaucoup de talent à copier leur difformité. Et encore, tiré de
Amenitates Belgicae. L'esprit conforme sont des vers. Les Belges poussent, ma parole, l'imitation à l'excès. Et s'ils s'attrapent la vérole, c'est pour rassembler aux Français. Les Belges et la lune. On n'a jamais connu des races si baroques que ces Belges. Devant les jolis, les charmants, ils roulent de grosiers grognent sourdement. Tout ce qui réjouit nos cœurs mortels les choque. Dites un mot plaisant et l'oreille devient gris et terne comme l'œil d'un poisson qu'on fait frire. Une histoire touchante, ils éclatent de rire pour faire voir qu'ils ont parfaitement compris. Comme l'esprit, ils ont en horreur les lumières. Parfois, sous la clarté calme du firmament, j'en ai vu qui, rongé d'un bizarre tourment, dans l'horreur de la fange et du vomissement, égorgé jusqu'aux dents de genièvre et de bière, aboyait à la lune, assis sur l'air derrière. Et encore, début, c'est d'après la Belgique déshabillée. La France est sans doute un pays bien barbare, la Belgique aussi. La civilisation s'est peut-être réfugiée chez quelques petites tribus non encore découvertes. Bruxelles, caractères généraux. Les visages belges, ou plutôt bruxellois, chaos. Informe, difforme, rêche, lourd, dur, non fini, taillé au couteau. Dentition angulaire. Bouche non faite pour les sourires. Les rires existent, il est vrai, mais ineptes, énormes, à propos de bottes. Visage obscur sans regard, comme celui d'un cyclope non pas borgne, mais aveugle. Épaisseur monstrueuse de la langue, chez plusieurs, ce qui engendre une prononciation pâteuse et sifflante. Caractères généraux, mœurs, les Belges marchent d'une manière à la fois furibonde et indécise, comme les voitures conduites par leurs détestables cochers. Et enfin, pauvre Belgique, aux critiques chagrins, à l'observateur important, la Belgique somnolente et abrutie répondrait volontiers « Je suis heureuse, ne me réveillez pas ». La Belgique est un cas qui confirme la théorie de la tyrannie des faibles. Personne n'oserait toucher à la Belgique. Non li metangere, une belle devise pour elle. Elle est sacrée. Et enfin, un pays si souvent conquis et qui a pu, malgré l'intrusion si fréquente des étrangers, obstinément garder ses mœurs, devrait ne pas tant affecter de frayeur. Ce petit peuple est plus fort qu'il n'en a l'air. Il était temps que nous réinvitions Baudelaire à Bruxelles et à la Fondation Thalie pour qu'il écrive quel merveilleux pays qu'est la Belgique. Mélanie Huchet est d'origine iranienne. Elle est née à Paris en 1977. Elle est diplômée d'un DEA en histoire de l'art contemporain à la Sorbonne et travaille en qualité de journaliste, culture et société. Le premier confinement, comme pour beaucoup d'entre nous, et la mise en veille forcée de son activité amène Mélanie à effacer la journaliste au profit de l'auteur, qu'elle est aussi, et qui écrit des histoires fantastiques qu'elle nous a lues notamment dans le cadre des soirées Équinoxe, et dont l'une est publiée dans Équinoxe d'ailleurs. Pour oublier le spleen, Mélanie Huchet nous emmène somewhere in Texas City. Mélanie. Somewhere in Texas City, 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 somewhere in Texas
Texas City, somewhere in... L'image est étrange. Tu es étrange. C'est un étranger que je regarde. Sur ce Polaroid qui me hante, tu es assis sur le capot d'une Ford Mustang, couleur mentalo. Tu portes une chemise bleue délavée, un jean noir avec une ceinture ornée d'une boucle d'argent et des Santiago pieds. Tu prends une pose de loupard, de celui qui ne craint personne, de celui qui n'a jamais été enfermé dans l'obscurité d'un placard, de celui que la foudre n'a jamais brisé. Mais tout ça n'est qu'un leurre. Ton corps n'est qu'un énorme ulcère grouillant de terminaisons nerveuses, ressassant les maux d'une vie défaite. À chaque fois que je regarde cette image de toi, un immense chagrin m'envahit. Toi, si beau dans ce monde désenchanté. Ton teint pâle contraste avec la noirceur de tes cheveux. Tes joues sont creusées par les démons passés présents. Ta mâchoire anguleuse semble avoir été découpée à la scie. Ta bouche est résolument fermée, comme pour empêcher le torrent de se déverser. Je n'ai pas accès à toi. Ton regard est caché par des lunettes de soleil. Je tente de sonder ton âme que je devine atrabilaire. Même la lumière d'une belle fin de journée ne parvient pas à adoucir tes traits. Trop longtemps compressées, ces créatures intérieures sont prêtes à s'extraire de ton corps, aspirées dans son entièreté. J'ai 5 ans quand je rencontre ton tyran. De lui, je ne garde aucun souvenir. Quand il meurt, 1 an plus tard, maman pleure du soir au matin. Ses joues sont des marais salants. Sa peau n'est plus qu'un champ brûlé. Les tiennes de joues ne souffrent d'aucune humidité. Tu es incapable de porter le deuil de ce père qui t'a chassé de la maison familiale. Tu avais 15 ans. C'est une erreur de jeunesse qui te condamne immédiatement à une errance éternelle, à toujours traverser plus de territoire. Abandonné à toi-même, banni par les tiens, tu squattes, comme tu peux, chez de vagues connaissances qui acceptent de te recueillir somewhere in Texas City. Pour survivre, tu n'as pas d'autre choix que de te faire disparaître. Oublier ne serait pas suffisant pour espérer tenir debout encore toute une vie. Tu vas si loin dans ton processus d'effacement de soi qu'un jour, en te réveillant, tu n'arrives plus à parler ta langue maternelle. Tu n'en comprends plus un mot. En la supprimant de ta carte génétique, tu deviens un étranger dans ton propre corps. C'est le début pour toi d'une amnésie sélective, mais aussi d'une amnésie collective. Pour ta famille, tu n'es plus qu'un vague souvenir. Quand ta sœur reçoit cette photo, elle ne sait pas encore qu'il y a dans ses entrailles mon cœur qui bat. 9 mois plus tard, mon arrivée sur Terre fait de toi mon oncle. Maman veut t'annoncer la nouvelle, mais au moment de se diriger vers le téléphone, elle réalise qu'elle n'a aucun moyen de te joindre. Elle se met en tête de glaner par-ci, par-là des informations. Maman décroche le combiné, la poitrine lourde et douloureuse. Elle compose le numéro du géniteur. Je suis collée contre elle. Elle demande des nouvelles de son frère. De qui parles-tu, répond le père sidéré, persuadé qu'il n'a jamais eu de fils. Maman compose le numéro de la mère. Je me tortille comme un ver de terre. À l'autre bout du fil, la mère décroche. Maman lui demande « Où est mon frère ?» Je pousse des cris d'orfraie. Maman hurle sur cette mère hésitante qui ne fait que bredouiller. Je braille à plein gosier. Maman enfonce son téton dans ma gueule d'animal affamé. Je deviens silencieuse. Elle aussi. Maman se reprend et ordonne à la mère de répéter. La mère dit quelque chose. Maman est toute oreille tendue. La mère continue de dire quelque chose. Maman s'éteint. Elle enlève doucement son sein de ma bouche. Je ne moufte pas.
La mort vient de s'installer dans la pièce et de l'autre côté de l'Atlantique. Quand maman se met à supplier la mère de lui dire où s'est précisément déroulé le drame, elle n'a pas d'autre réponse que « Somewhere in Texas City ». Merci. Rachel Labastille est sculptrice. Sculpter, selon elle, est une affaire de haute lutte envers et contre tout. C'est ainsi qu'elle sculpte, envers et contre tout, et avec aussi, avec tout, avec son enfance, ses souvenirs, tous ses enfermements, avec la richesse de la mémoire et la liberté de l'oubli. Tel un oxymoron vivant qui dépasse ses ambiguïtés dans la force. Reconnue comme une sculptrice majeure, Rachel Labastille doit l'estime qu'inspire sa création à ce choix résolu, la mise en forme de la force. Nous la retrouverons ainsi dès la mi-octobre au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, la deuxième femme au monde à présenter dans ces musées royaux une exposition personnelle. Mais Rachel Labastille sculpte aussi sa voix et son corps quand elle performe. Et nous allons l'entendre nous dire un autre oxymoron, amère Madeleine. Le 30 mars 2020, ma genèse. J'ai grandi dans une cage aux barreaux invisibles, immergée d'une rumeur d'apocalypse imminente, confinement familial, réclusion loin du monde, emprise mentale, violence. Envers et contre tout, mon âme s'est échappée. J'ai erré, une enfant évadée d'un marché aux âmes. Au-dessus de moi, omnipotente, l'ombre menaçante d'une fiction cynique. Le temps sculpte mes plaies en zone franche d'hypersensibilité. Un semblant de moi s'esquisse. À travers l'argile, mon corps s'incarne. À travers mes gestes d'argile transcendés, j'invente une façon à moi d'être au monde. L'art entre mes doigts m'accouche. Émerveillement. Une rumeur monte de l'empire du milieu. Une chimère invisible décimerait des populations. Créatures fantastiques aux composites insolites, chauves-souris, pangolins, humains. Millénaristes, survivalistes, écologistes, intégristes, journalistes, économistes s'en emparent. Punition divine, revanche de la nature, grippette, crise d'hystérie collective, radiation issue d'un satellite revenu sur Terre. Des milliers de morts sur nos écrans, huis clos de la survie, confinement familial sur fond apocalyptique, amère Madeleine. Les jours avancent, avec la nécessité intérieure d'un repli vital, essentiel. Ne plus rien savoir du monde, tout nier de lui, juste fixer intensément le regard de mon fils, juste effleurer sa peau en prenant ses mains pour les mettre dans l'argile. Tout le reste demande un incroyable effort, hyper-imperméabilité au monde, fabriquer ensemble de petites flûtes en céramique, essayer de comprendre comment faire sortir un son d'un morceau de terre. J'ai besoin de savoir comment la faire parler, qu'elle m'offre juste quelques sons, quelques notes, même fausses. Mon fils me prend la main, me dit de ne pas m'inquiéter, que ce n'est pas grave au fond si nos flûtes ne savent pas parler. Le 15 mai 2020, confinement de zones d'oubliés, fin de vie solitaire en espaces carcéraux médicalisés, solitude et abandon sur leurs tempes. Arrière-goût d'elle au fond de mon cœur, cette grand-mère aux yeux noirs et profonds,
sauvé in extremis de la grippe espagnole par une peau arrachée au corps d'une lapine encore vivante. Pelure d'animal encore chaude, à même sa peau brûlante de fièvre. Au matin, le mal l'avait quittée. Survivante, elle se souvenait encore de l'odeur âcre de la peau salvatrice, la grand-mère, elle que j'avais apprivoisée en douce. Elle qui m'a offert ces histoires comme air d'affranchissement, ces histoires d'enfants de la grande route. Elle qui était dure, elle qui a été essentielle, elle qui m'a donné le feu, ce feu qui coule dans mes veines, le feu des gitans, ce feu précieux transmutant l'argile en céramique. Christine Guinard est poète, musicienne, vidéaste, auteure notamment de Sténopée, prix de la poésie de la ville de Rambouillet, Arts et Lettres, et finaliste du Grand Prix de la SGDL en 2020. Elle tente le cri, toujours et encore, face à ceux qui sont exclus, jetés, rejetés, frères et sœurs, rejetés de ce territoire auquel nous appartenons un peu, nous tous, face à notre humanité qui s'oublie. Son texte s'intitule « Matière » et dans cette incantation à la matière, elle est accompagnée par la danseuse Ninon Robin. Les univers artistiques des deux créatrices se rejoignent et elles travaillent ensemble en ce moment à une création poétique dansée pour le festival Maelström au Théâtre 140 et ce soir pour nous. Ou quand la poésie est non seulement musique et chant, mais qu'elle danse aussi. Mélanie, Christine, Ninon, à vous. Que dire au monde qui brûle en soi, de connivence comme tous, nous brûlons. Je m'avance, dépouillée. L'espace est immense et perceptible. Je pose les pieds l'un après l'autre, comme sur un fil ne tient qu'à cela. J'avance vers la déroute. Les bras le long du corps, notre route, son débord, son fracas. Entrer dans la nuit à travers un drap d'ébène, la danse nous portera. Entrer dans le chaos, comme on l'avait quitté jadis, peut-être, comme il fut toujours là, vibrant, sous nos pas. Entrer dans ce que nous fuyons de nous-mêmes. Après le Styx,
s'il demeure un éclat de mémoire, entrez là, pour toujours, dans le noir. Mais toi, tu as les mots qui te traversent, te débordent, t'élaborent. Les mots que tu cisèles, on dirait des sculptures que tu donnes à voir, on dirait des sculptures, tes mots habitent l'espace, tes mots te stupéfient, te laissent seul comme asséché. Où glisser la matière dans le cœur vibrant de chaque lettre, au détour d'une virgule, la déposer. Donner à voir, toi qui m'as rendu la danse, sens comme les tissus comprennent ces mouvements inversés. La voix qui tremble depuis la plante du pied, où la terre parle tout bas, le souffle, le feul, le grain, le flux, le fragile, le puissant, le doux et l'électrique. La voix qui tisse le texte, la faire vivre dans le mot qui, aujourd'hui, t'assourdit. Je veux toucher la matière, toi qui me rends la matière, elle échappe et je la suis. On m'a coupé le monde, on m'a coupé du monde. Inspire, expire le souffle initial, initie le souffle, toi qui me dis, inspire et puis inverse. Tu me dis, sens l'espace qui pèse sur tes bras en croix, l'espace infini. Il te contient, il te caresse, et dedans, il te traverse infini. Tu retrouves la matière et le toucher, d'où émerge le son, d'où travaille le matériau brut et t'enveloppe enfin de la douceur de l'air. Il y a bien tout au fond sous l'air et sous les eaux, entre poumons et cœur, une terre sans appel, un recoin toujours vrai, au ressort infini. On ne le connaît pas, mais je crois, il demeure malgré la pluie. Mais je crois, il tient bon, malgré le cri. Depuis le premier jour, il veille au grain par-dessous. On ne le connaît pas, on l'ignore, on le bat froid. On lui dit, grain de sable, innocent petit vertige, retourne d'où tu viens, toi qui ne connais rien à rien. Ne me parle pas d'eux, ne me parle pas d'alors. Continue de battre, oui, tout bas, s'il te plaît, un peu moins fort, sans moi, et voilà qu'il danse le feu au moindre brin de vent qui soulève les branches en chant. Le voilà qui raconte dans sa langue éternelle que personne ne comprend, ce que lui seul connaît, des étoiles polaires, des galaxies qui veillent encore. Comme en ce premier jour, dehors, il raconte et il hurle les fracas enterrés. Il un chant qui s'amoncelle et déferle enfin chaud en dessous du palais, sculpté par les trésors d'architecture humaine.
toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Barbara Polla. Je suis Barbara Polla. Et j'aime la poésie, et Nathalie, et la Grèce, et Sappho, et Baudelaire, et vous toutes, et vous tous. Mon dernier livre qui vient d'être publié s'intitule « L'art est une fête ». Et je travaille désormais à une correspondance initiée par Nathalie Guillot en mars 2020, à laquelle je suis encore en train de répondre. Je réponds lentement. Deleuze disait « Avoir une idée, c'est une fête ». Et oui, l'art est une fête, l'écriture est une fête, la poésie est une fête, et cette soirée est une fête à la Fondation Thalie, qui est elle-même une fête. Mon texte s'intitule « Ne pas oublier Sappho » et s'inspire de la poétesse et des vers qu'elle-même inspira à Baudelaire. Ne pas oublier l'amour, ne pas oublier la fête, mais oublier le spleen pour vivre l'amour, le marbre bleu clair de Lesbos et les rêves de Sappho. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente, et malgré les honneurs que lui rend l'univers, s'enivre chaque nuit du cri de la tourmente que poussent vers les cieux ces rivages déserts. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente. Et je dis que l'avenir se souviendra de nous. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cachent moins de secrets que mon triste cerveau. Mon triste cerveau, matière grise. N'oublions pas l'oubli, le merveilleux, l'indispensable oubli. Matière blanche. La Grèce brûle, l'île d'Eubée est en cendres, les cendres dans la mer, les cendres dans le vent. Mais ne pas oublier Sappho, ne pas oublier le berceau de l'amour. Le feu brûle pour nous le rappeler, ne pas oublier l'Éros. Sans lui, je meurs. Et avec lui, aussi mourir de désir. Sous la lune, Sélénée, la lune qu'aimait Sappho. Je veux l'aimer aussi et t'aimer, toi, et toi, et toi. Et l'eau de Mytilène et du golfe de Hierro et l'or du sable entre terre et mer. Je veux revoir Lesbos et le camp de Moria. Lui aussi a brûlé les enfants de Moria. Moria brûle et il n'y a plus de forêt à Athènes. Héphaïstos, le forgeron des dieux, a réouvert sa forge et les feux souterrains. Lui, qui aimait les plus belles, Aphrodite et Aglaé, et le foie de Prométhée, dévoré pour l'éternité par l'aigle du Caucase. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Athènes, la séculaire,
sous les cendres, et Lesbos aux amours brûlantes, comme les feux qui consument notre terre. Où sont les poèmes de Sappho, le marbre bleu clair de Lesbos? Et dis, Sappho, que la mer est limpide. Je dis que l'avenir se souviendra de nous. Je désire et je brûle d'amour ce briseur de membres insaisissable. Il rampe, et là-bas, son appel perçant nous invite à redire au-delà des feux qui nous séparent ces mots qu'on ne comprend pas. Oublier Prométhée, oublier Périclès, mais faire vivre Sappho, sans oublier Moria. Un après-midi d'été, le sable envahit l'île assoupie. Il était assoiffé, le sable. Il venait de très loin, des tropiques désertiques, déserts inorganiques. Il assécha mes yeux, il aveugla mon corps. Alors, dans l'île ensevelie, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Et le vent soufflait dans mes veines, attisant les feux du monde. Où va le vent quand il ne souffle pas? Où va le sang? Le vent souffle dans mes artères, artères primaires, lumière, voyage au centre de la terre et les rats dans la rivière. L'œil d'azur est vaincu par l'œil noir que t'achète, le cercle ténébreux, tracé par les douleurs de la mâle Sappho, l'amante et le poète. Alors qu'à Bruxelles, une autre poétesse réunit autour d'elle des potières, des couseuses, des poètes, des femmes poétesses brûlantes dans la nuit. Ne pas oublier Nathalie. Goûtons donc cette nuit comme une eau plus légère, tissons au-delà des feux qui nous séparent ces mots que l'on ne comprend pas. Sappho nous le disait déjà, la poésie est toujours pour l'absent. Margot Jourquin est née en 1993 en banlieue parisienne. Elle a d'abord étudié la littérature italienne à Paris et en Toscane, puis la photographie à Bruxelles, au sein de l'atelier de photographie où, contrairement à Baudelaire, elle a trouvé un espace de liberté dans lequel elle questionne le monde qui l'entoure, et en particulier, ces dernières années, la façon dont nous nous occupons de nos morts. Une démarche centrée sur l'image et nourrie par une réflexion sociologique, poétique, philosophique. Oui, comment nous occupons-nous de nos morts? Que signifient les pompes funèbres? Les amants sont souliers est un texte construit autour du poème La mort des amants de Charles Baudelaire et inspiré par un couple euthanasié ensemble dans leur lit conjugal. Quelle est cette chambre remplie de souvenirs et d'objets de leur vie? Et Margot Jourquin de tenter des liens avec la mémoire et l'oubli chez Baudelaire. C'est une imposante maison de la périphérie d'Anvers. Le jardin est très entretenu, boule parfaite de buis, bâche flottante sur la piscine, aucun gravier dans la pelouse, aucun brin d'herbe dans les graviers.
2 femmes nous accueillent, souriantes, et nous emmènent dans la chambre à coucher. Sur le lit, au milieu d'une pièce d'un rose triste, leurs parents sont couchés sur les draps. Ils se tiennent la main. Dans leur autre bras, un médecin, à quelques heures auparavant, injectait le produit qui a causé la mort des amants, comme il l'avait demandé. Cela faisait déjà 2 ans que je suivais cette équipe de pompes funèbres pour faire des photos. Je ne m'étais jamais annoncée comme photographe auprès des familles. Jamais personne ne m'avait demandé qui j'étais d'ailleurs. Je me souviens des pompes funèbres qui s'agitent, s'organisent, l'image d'un fourmillement autour du lit, et dans le lit, comme un trou immense, un vide, vision épouvantable d'une banale trivialité, pantin désarticulé dont on tente désespérément de retarder le pourrissement. Les morts n'ont plus de pudeur. Au pied du lit, 2 paires de souliers ont été consciencieusement déposés, parallèles, sur la moquette. Des petites chaussures en cuir bien rangées, qui semblent avoir été enlevées juste avant de se mettre au lit. Je les photographie. Sur les semelles, la trace de leurs pieds, l'empreinte de leur poids, la preuve qu'ils étaient vivants et debout, derniers instants de verticalité. Eux se sont vidés comme toute l'eau de la baignoire qui s'en va par le siphon. Tout est parti dans un petit tourbillon, leurs histoires, leurs idées, leurs voix, leur langue, leur souffle. Les derniers liquides ont quitté le corps et se sont déversés dans les draps. Ils sont là, récipients vides, secs. Mais autour d'eux, toute leur vie est ici, dans la petite chambre rose, bourgeoise, une vie entière d'objets achetés pour remplir des pièces, se construire un monde, une mémoire, une identité. Autour d'eux, toutes ces choses qu'ils avaient acquises pour un usage précis et qui, avec leur mort, perdent soudain leur utilité, leur raison d'être, deviennent ridicules, vidées de leur fonction comme leurs propriétaires de leur vie. Serviettes éponges, poubelles à pédales, prises anti-moustiques, boîte à musique, pince papillon, épingle à nourrice, classeur à dossier suspendu, robe portefeuille, bas de contention. Dans les objets, la mémoire de leurs gestes quotidiens, réguliers, petits rituels de rangement, classement, entretien du corps et des lieux. Dans le repousse cuticule, le rasoir anti-bouloche, le marque-page, les boules anti-mythes, dans le coupe-ongle, le cordon à lunettes et le chausse-pied. Tout ça pour faire quoi maintenant? Cache-pot, abat-jour, cale-porte, coupe-chou, brossette interdentaire, lentilles journalières, miroir grossissant, protège-slip et peigne à queue. Peut-être que l'on enterrait les Égyptiens avec leurs objets, non pas pour qu'ils ne manquent de rien dans leur seconde vie, mais pour ne pas laisser toutes ces choses seules, inutilisées et donc inutiles, comme un rappel constant de la mort des êtres qui s'en servaient jadis. Il vaudrait mieux peut-être que ce couple disparaisse avec tout ce que contient leur chambre, leur dernière chambre, l'intérieur des tiroirs et des mallettes, des caisses de rangement, qu'on les enterre avec la machine à coudre, les boules quies, le flacon compte-gouttes, les boutons de manchette, les clous à tête plate, le porte-costume, les semelles orthopédiques, le scotch double face et les pochettes à rabat. Eux, se tenant toujours la main, dans cette position définitive, scellée, ont une bouche béante et vide d'où plus rien ne sort. Pas un souffle, pas une chaleur, un cri muet, des bouches ouvertes que les pompes funèbres s'appliquent à refermer, geste délicat de couture avec des aiguilles courbées. Pourquoi ferme-t-on la bouche des morts, eux qui n'ont de toute façon plus rien à dire? Recourbe-cils, pince à tic, anti-cerne, chaise à bascule, rideau à fronce, porte-parapluie, édredon, cirage à chaussures. Merci. Aurore Abdul Manahoudine est née en Guadeloupe en 1986. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, puis elle travaille comme journaliste.
À son arrivée à Bruxelles, elle décide de se consacrer à l'écriture et intègre le master texte et création littéraire de la Cambre en lien avec l'ULB. Pour son diplôme, elle présente un premier roman à l'occasion d'un retour de la narratrice au pays natal, en lien avec la mémoire et l'oubli. Son texte ce soir se lit à deux voix, puisque le poème est un dialogue avec un revenant, que l'on ne verra pas, mais que l'on entendra. Dans la vraie vie, le revenant, Nadid Belatik, écrit, lui aussi, de sa plume de vivant, par nécessité, la meilleure de toutes les raisons d'écrire. On écoute Gravure et on ne l'oubliera plus jamais. Je ne me souviens plus. Je ne dis plus ton nom. On ne me le dit plus. Ce mot désigne un autre, le père d'eux. Mon enfant. Près d'une lettre trouvée, une gravure de rocking chair oubliée plie le temps. Ma grande fille. L'osier tressé frottait contre tes slips troués. Il me semble que tu es là. Tu ne me parlais plus. C'est quelques lignes pour... Un mur blanc. Je ne me souviens plus. Ni la joie, ni les pleurs, ni l'eau amère et claire par tes cendres troublées, au soleil jeté. Je décante. Je décante des côtes de Montserrat, notre île sœur brûlée et vidée de son feu. Des ombres sombres parfois du ciel. Tu ne croyais pas aux prières. Et du sable du Sahara pleut, sous le tropique du Cancer, juste au-dessus de l'île. Tu es si loin. Et toi, où es-tu? Où t'emmène ta fugue? Je ris, j'en étais sûre. Tu n'y es pas allé, toi qui en venais. Au fleuve sacré, tu préférais la mer, agiter la révolte à la sagesse, à l'encens et au sang le soufre du volcan. À l'éternité, les vents libres d'hérédité. Sais-tu qu'il souffle aussi là-bas, les alizés? Qu'importe, d'où grondait ta colère et ta honte. Depuis les bords du monde, moderne et conquérant, tu lisais des Hérédias, tu disais « Je suis français, un point c'est tout ». C'est ton être retrouvé, cette gravure de rocking chair naufragée. Elle ressuscite un passé d'où tu t'agrippes captif et revenant. Le trait d'encre enroule le bois mort dans une spirale. L'osier tressé quadrille l'assise, malgré l'absence. Ma pensée est toujours vers toi. Parquée dans ce carré noir, la chambre vrille sous tes 100 pas. En Catanzot palais. Les patins s'inclinent sous le poids de ton absence, elle écrase les lattes, s'infiltre dans mes plaintes. Elle tangue ta gravure de rocking chair échouée.
Sous mes yeux, elle prend l'eau, Yole transpercé d'écailles de mémoire. Yola. Sans elle, pourtant, accrochée au mur plus blanc, rien ne bascule. Astrid Chaffrinjon. Astrid est hispaniste de formation, autrice, galeriste et éditrice. Elle a publié plusieurs romans. Le dernier en date, Je ne chasse pas sur mon territoire, est publié par Éléments de langage à la rentrée littéraire 2020. Et publié, c'est un roman féministe à la force envoûtante. Elle a écrit un texte spécifiquement pour nous ce soir, qu'elle va nous lire en duo avec Jérémy Saget, son double d'un soir. Jérémy Saget est quant à lui spécialisé en médecine aérospatiale, instructeur pour les vols de découverte de l'impesanteur et médecin de vol parabolique pour les campagnes de recherche en microgravité des agences spatiales. Master européen de recherche en sciences de la cognition, instructeur facteurs humains pour les pilotes professionnels, il est auteur de l'essai Faith to Face, qui ambitionne de toucher la face du cosmos. Morning Blossom. Et si l'oubli était déjà présent dans tous les souvenirs, et qu'en tentant de le trouver, on ne faisait que convoquer, raviver la mémoire de ce qui a été et ne plus être. Et si pour oublier, il fallait juste s'abandonner à la détresse, au malentendu, aux maladresses, et faire surgir du crépuscule l'issue heureuse de la nouvelle aube. Ce sont ces questions-là que se pose Astrid de Chaffrinjon, et nous allons écouter Morning Blossom. Quand sous ma peau, tout crisse et se crispe, que d'une certaine manière, je cesse de respirer, embourbé dans mes vestiges, leur passé, mais que je voudrais reprendre la route et traverser le paysage sans m'arrêter, alors je cherche l'épuisement de la matière, la meilleure manière de s'en défaire, dans l'espoir, dans l'éternité, dans un nouveau jour qui se lèverait. Cherche pas l'aube. Elle est là, dans le crépuscule, les chants, leur illusion, les pas du loup, l'alcôve, le soir qui ment et soulage. Si seulement il suffisait de juste tourmenter le vent, se changer en fauve. Souviens-toi de l'enfer, des ténèbres, des plaisirs clandestins. Oublier enfin la chute, les reins, compter le temps, l'écouter discrètement. Faire palpiter les idoles, les bijoux, empêcher que dorme le jour, regarder les étoiles trembler d'amour. Si les tornades, les typhons, les lames de fond ont tout dévasté, qu'il ne reste plus que des lambeaux déchirés, comme de vieilles cartes à jouer, et que je voudrais me lever et traverser les murs, le son, sans gravité, alors je cherche les hauteurs sous plafond, d'autres dispositions, dans le désert des agriates, dans la mer, dans la nouvelle ère qui commencerait. Cherche pas l'aube, elle est là,
Dans ce monde lointain, absent, presque défunt, son dangereux parfum, le sillage du soir qui engloutit et apaise. Suffit-il vraiment d'épuiser nos œuvres pour ne plus s'émouvoir? Souviens-toi, les pare-feux, les abris, les refuges. Oublier les monts, leurs merveilles, compter le temps, le débouter de ses prétentions. Faire résonner ce qui devait être et n'a pas été. Empêcher que dorme l'amour, le cacher sous un nouveau jour. Et si des noms sont effacés, le haut plateau de l'innocence effondré, les projets, les envies, les quêtes décimées, et que je voudrais juste regarder le ciel et avancer sans dépit, sans hésitation aucune, alors je cherche à enterrer les ruptures, à limiter les blessures dans un caprice et son île, dans la promesse de la nouveauté. Cherche pas l'aube, elle est là, dans tes empreintes, tes récifs escarpés, l'insolence de tes grilles de lecture, le défi d'un soir qui tangue et vient mouiller. Et l'envie de tout envoyer valser, de s'exiler. Souviens-toi, la solitude, les peurs, les nuits sans répit. Oublier les morsures, les tempêtes, compter le temps, l'envisager comme une émotion. Faire danser les rires, les bourgeons, empêcher que dorme le jour, lui chanter un hymne à l'amour. Parce que les feuilles sont tombées trop tôt cette année, que perle la mousse sous les pieds, que son humidité me fait oublier l'été et que je voudrais prendre le large et m'envoler sans remords ni regret. Alors je cherche l'impossible légèreté de l'être, ses contradictions désuètes, dans la nudité d'un arbre, dans le vent qui se lève, dans l'illusion des cycles et des saisons. Cherche pas l'aube, elle est là. Dans l'eau, la lumière, ses intentions, les écarts de génération, l'ordinaire, le soir que tu perpétues et qui te perd. Pourquoi caresser l'espoir sans vraiment y croire? Souviens-toi de l'innocence des visages endormis, leur insouciance. Oublier les épreuves, les mensonges, compter le temps, le détourner de ses intentions. Faire rêver les saltimbanques, les enfants, empêcher que dorme l'amour, regarder les étoiles trembler le jour. Lorsque l'esprit n'est plus que tristesse et lune, que ces fleurs offrent aux cieux leurs prairies dénudées, et que je voudrais ne plus me retourner et marcher d'un pas décidé, alors je cherche les amoureux fervents, les austères savants, dans les canaux, dans les écluses, dans les ombres de la nuit. Cherche l'aube où elle est, dans les caresses et les ondulations, les contrefaçons, le vertige, son frisson, le soir qui joue et se cache. Alors bousculer l'aube, l'appeler par ton prénom. Souviens-toi des âmes, des hasards et des rencontres. Oublier les terribles prodiges, les gouffres sans fin. Compter le temps, le convoquer sans hésitation. Faire frémir les genoux, le plaisir, empêcher que dorme le jour, regarder le matin trembler d'amour. Elle nous parlait de l'impossible légèreté de l'être. C'est une introduction parfaite pour Vincent Scarito, mais plutôt la possible légèreté de l'être. Vincent Scarito est acteur et un poète sonore. Il a interprété les pièces du répertoire classique et contemporain. Et au cinéma, on l'a admiré dans le dernier film italien de Marco Bonfanti, The Man Without Gravity. On l'a admiré aussi dans Eva de Benoît Jacot et Brûler Molière de Jacques Malater. Il a produit, écrit et composé 3 albums. En anglais comme en français, sa voix nous emmène dans un univers musical et poétique contrasté. She flies, she says. Vincent Scarito, nous vous écoutons, vous et votre guitare.
C'est une chanson qui nous parle un peu de l'au-delà et qui dit que elle vole, elle dit qu'elle sait et que c'est plus la peine d'avoir du spin quand on est de l'au-delà et que sur Terre, c'est pas nécessaire non plus. She flies, she says, I know, all over the clouds, where angels come and go and show you how to move around. She says, feeling love for life makes you always feel alive. This is how she used to live her life. Sometimes I thought I see her face, I dreamed about her in a place, dancing in the lightness of an empty space. And she says, nothing really dies, nothing really ends, nothing really dies, nothing really ends, always. She flies, she says, I know, she's feeling like an angel, her body on a cloud. She says she likes the situation, feeling love for life makes you always feel alive. This is how she used to live her life. Sometimes I thought I see her face, I dreamed about her in a place, dancing in the lightness of an empty space. And she says, nothing really dies, nothing really ends, nothing really dies, nothing really ends, always, nothing really dies. Dies, nothing really ends, nothing really dies, nothing really ends, always, nothing really dies, nothing really ends, always. Dies, nothing really ends. She flies, she says, I know. She flies. Parce que la poésie, c'est la vie. La poésie est partout, où on veut bien la voir et la vivre, dans une tasse de thé, dit-elle, dans le sourire d'un enfant, dans l'odeur laissée par l'autre. Toute rencontre laisse une trace poétique. Nathalie van der Linden a vécu de très multiples vies et pourtant les mêmes sujets la taraudent, le désir, l'amour, l'angoisse et la mort. Les femmes, le sexe et la poésie. Elle aime rencontrer les gens autour du livre. Le livre est un prétexte à la rencontre, la lecture propice à une intimité partagée. Elle partage ses poèmes lors de scènes ouvertes un peu partout dans le monde, de San Francisco à Bruxelles et le Net. Ce soir,
elle partage avec nous une étape de son travail et de sa vie. Son poème s'intitule « Ce que je sais d'elle ». C'est une sorte de portrait fondu d'elle et de sa mère, où elle incarne la voix de sa mère décédée ou vice-versa. Nathalie. Merci Barbara. Et merci à vous d'être là. J'ai l'impression que le micro est trop haut. Ok. Alors en fait, je vais vous lire une version très raccourcie d'un poème qui s'intitule « Ce que je ne sais pas d'elle ». Et la version originale est de 20 minutes, celle-ci sera de 5, 6 ou 7 minutes. Je me lève, je bois mon café, j'enfile une jupe et un chemisier, je descends les escaliers, je claque la porte, il fait froid. Ma mère me crie par la fenêtre que je n'ai pas débarrassé la table. Je suis à l'hôpital, j'écris une lettre à cet homme de Belgique. J'allume la radio, c'est Sheila qui chante « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais ». Je ne me sens pas bien, j'éteins la lampe, je passe tout l'hiver à l'hôpital. Je cache la lettre de cet homme belge qui s'appelle André et qui, comme moi, est souvent hospitalisé. J'ai mal au ventre. Je n'aime pas ma mère, André n'aime pas sa mère. J'aimais beaucoup mon père est mort. Je m'appelle Monique Berthaud. Je suis née le 10 avril 1942, je suis française. Je suis mince comme une baguette de pain. Je suis timide, j'ai fait des études d'infirmière, j'ai le cœur sur la main. Je veux une grande famille, je veux une grande maison avec un grand jardin, je veux un bon mari. Je n'ai jamais quitté ma ville, je n'ai jamais été en Belgique, je ne connais pas la Belgique, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Ma mère me demande ce que j'ai fait hier soir. Ma mère est ivre, ma mère boit beaucoup, ma mère regarde la télévision. Je vais me marier avec André qui m'écrit de jolies lettres. J'ai le cœur sur la main, je veux aider les pauvres enfants du tiers-monde. J'adopte un bébé de Corée, je l'appelle Sébastien, comme le feuilleton Belle et Sébastien. Je me marie en janvier 1969 en Belgique avec André. Le jour du mariage, André pèse 100 kilos et moi 46. J'habite en Belgique, en Wallonie, dans la région du centre. Mon pays, la France, me manque énormément. Je voudrais une fille, alors j'adopte un deuxième enfant de Corée. À son arrivée, j'apprends rapidement qu'il s'agit d'un garçon maquillé. Je l'appelle Christophe, comme le chanteur. André est ouvrier chez Mécart et gagne relativement bien sa vie. Je voudrais une fille, alors j'adopte un troisième enfant de Corée. Je l'appelle Isabelle. Isabelle pleure beaucoup. Isabelle a tout le temps l'air triste. Je repasse le linge. Je donne un coup de fer sur les mouchoirs en tissu, puis je les plie en 3. Je donne un second coup de fer, puis je les plie 2 fois. Je plie en 3, puis en 2, les petites serviettes à main et les grandes pour le bain, et je donne un coup de fer sur le tout. 1975. J'habite à Faille-les-Manages avec André, mon mari et mes 3 enfants. Je voudrais un 4e enfant, alors je décide d'adopter une 2e fille. Je l'appelle Nathalie, comme la chanson de Beko. J'ai le cœur sur la main. Je veux aider les pauvres enfants du tiers-monde. Alors j'ai pris en famille d'accueil cette petite fille belge. Elle s'appelle aussi Nathalie. Je l'appelle Laetitia, comme la chanson de Gainsbourg. Je lave les groseilles, je les sucre, j'ébouillante les bocaux. Je trie le linge qui s'amasse dans la salle de bain, je bois mon verre de vin. J'attends que les enfants rentrent de l'école, j'attends qu'André rentre du travail. André a perdu son travail, André me dit qu'il cherche du travail. Je suis alcoolique comme ma mère, André est alcoolique comme son père. J'aime le vin rouge et le pastis, je n'aime pas la bière belge, je ne crois pas en Dieu, je ne vais plus à l'église, les enfants vont à l'église. Avec l'aide de gens de l'église, nous tentons de faire entrer André chez Caterpillar comme employé. André a une formation de dessinateur industriel. André ne sait pas s'adapter à la transition du dessin à la main au dessin assisté par ordinateur. André regrette sa position d'ouvrier. André a peur d'aller travailler et boit avant le travail. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'on mange bien, qu'il y ait de la viande sur la table tous les jours pour les enfants.
Ce qui est le plus important pour moi, c'est que mes enfants aient une bonne éducation, une éducation solide pour qu'ils aient une carrière et un avenir. Il faut pour cela que mes enfants soient intelligents. Mes enfants doivent être parfaits à l'école. Mes enfants doivent se tenir droit. Mes enfants doivent obéir. Coup de bâton, insulte. Coup de ceinture, couvercle de casserole, insulte. Une bonne éducation à l'ancienne. 1987. Comme tous les lundis, les enfants sont chargés de mettre les poubelles sur la rue et Sébastien a pris la poudre d'escampette. Je coupe la saumonette en gros tronçons, je la poche dans le bouillon. Je bois mon verre de vin, je regarde la télévision. J'attends qu'André rentre du travail, j'attends que les enfants rentrent de l'école. Je bois mon verre de vin, je vais papoter avec la voisine. Un des chiens joue avec un des chats. 1988. Mes enfants sont grands, je ne leur parle jamais de la Corée. J'ai peur qu'ils recherchent sur la Corée. Mon fils aîné, Sébastien, habite à Mons, il étudie la médecine. Il travaille au restaurant vietnamien le week-end. Je voudrais que Sébastien soit médecin. Je voudrais qu'Isabelle soit infirmière. Nathalie est forte en langue. Les langues, c'est l'avenir. Je ne vois aucun avenir pour Christophe. Je ne vois aucun avenir pour Laetitia. Mes enfants sont ingrats et des bons à rien. André est un bon à rien. Je suis infirmière, mais je ne peux pas exercer ici car mon diplôme ne vaut rien dans ce satané pays. Je suis l'infirmière du quartier et je fais les piqûres des voisins gratuitement quand ils en ont besoin. Je suis la couturière du quartier et je fais les bords des pantalons des voisins quand ils en ont besoin. Je m'ennuie. Je lis le Nouveau Détective, le Ici Paris, le Point de vue et le Nous deux. Je vérifie les factures, je cache les factures. Je ne cesse de prendre du poids, surtout au niveau de la poitrine et du ventre. Je ne me soucie plus de mon apparence. J'ai toujours eu l'air vieille, même jeune. Je suis devenue laide. Nathalie repasse le linge. Laetitia nettoie la maison. André cuisine. Laetitia me sert un verre de vin. Hier, Nathalie est partie de la maison. Aujourd'hui, Laetitia n'est pas rentrée à la maison. Je suis déprimée, je dors, je bois, je maigris. 1991, les filles sont revenues, mais je n'arrive pas à me lever. Les filles crient pour un rien et ne respectent plus rien. Ma fille Isabelle, de 18 ans, est enceinte d'un garçon vietnamien qu'elle a rencontré au restaurant où elle travaille. 1992, ma fille Isabelle, de 19 ans, a accouché d'une petite fille. Elle l'appelle Tiumi. Je n'arrive pas à m'occuper du bébé. Le bébé pleure tout le temps. Je dors, je bois, je vais chez la voisine. Le bébé pleure. Isabelle travaille. Je ne vais pas bien. Je bois. Je dors dans le salon avec le poêle au pétrole allumé. Je dors. Je pense à la mort. André a finalement appelé le médecin. J'ai la jaunisse depuis plus de 3 mois. Le docteur inspecte ma peau et mes yeux, me demande d'ouvrir la bouche pour y faire un prélèvement. Le docteur dit qu'il faut que je rentre tout de suite à l'hôpital. André prépare ma valise. André roule vite. Je regarde s'éloigner la maison dans le rétroviseur. Je suis à l'hôpital. J'ai froid. Je suis très fatiguée. André m'aide à m'asseoir sur le bord du lit. Les infirmières m'aident à me déshabiller et à me passer ma robe de nuit. Elles m'emmènent dans la salle d'examen. Je me demande où je suis. Je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Où est mon mari? Je perds conscience. Est-ce que quelqu'un a éteint la lampe? J'ai mal. Où est mon verre de vin? Est-ce que quelqu'un peut changer mes draps? Je suis aux soins intensifs. J'ai mal. Je suis en train de partir. Je rêve de ma maison, de mes enfants et de mes chats. Est-ce qu'il est allé travailler ce matin? Je pense aux factures. Je pense à eux. Je suis à l'hôpital. J'ai envie de les voir. Il fait nuit dehors. Je suis fatiguée. J'ai mal. Je suis à l'hôpital. Je suis seule. J'ai très mal. Je pense à eux. Je suis seule. Je meurs dans la nuit du 10 avril 1992, la veille de mon anniversaire. J'allais avoir 50 ans. Shinikar est née en 1986 en Iran. Elle s'installe à Bruxelles en 2007
pour poursuivre des études de graphisme et de théâtre. Elle complète son parcours académique par un master en cinéma. Elle exprime par l'écriture ses émotions et ses interrogations sur le monde qui l'entoure. Multidisciplinaire, elle prend la liberté d'explorer différentes formes d'expression artistique, mais la poésie et l'usage des langues restent le pilier de ses créations. Dans ses œuvres les plus récentes, elle s'oriente davantage vers la performance et l'installation. Sandra de Viviès est autrice et doctorante en pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Elle travaille sur les récits photosensibles à la jonction de la littérature, de l'image et de la danse. Son premier livre, Vivace, que nous attendons avec impatience, paraît aux éditions Laplace en novembre 2021. Haleh Shinikkar et Sandra de Viviès, ensemble, vont incarner l'oubli et sa puissance avec leur lavoir de récits. Laver, c'est oublier, c'est effacer les récits qui nous ont précédés, ces récits qui nous ont fait Orient, Occident, nous ont stigmatisés, nous ont souvent opposés. Laver, c'est diluer la mélancolie née des oppositions intériorisées, consciemment ou non, par chacune de nous. Ces récits, des récits de femmes, des récits qui nous concernent tous, toutes, femmes, et vous aussi donc, de ce fait même, seront énoncés, puis plongés dans l'eau. Ils disparaissent de la feuille de coton qui redevient blanche. De là, nous pouvons écrire de nouveaux récits. Nous avons tant besoin de nouveaux récits. Merci à Haleh et à Sandra d'avoir imaginé ce point d'orgue, cette finale, à notre soirée pour oublier le spleen et préparer les récits d'une prochaine soirée. Merci. La femme est un être naturel, c'est-à-dire abominable. Elle est beaucoup plus proche de la nature que l'homme, se trouve réduite à son corps, et l'univers de la vie spirituelle lui est absolument fermé. Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, journaux intimes. Afghanistan. Les talibans laisseront les femmes étudier, mais pas avec les hommes. Libération, septembre 2021. J'ai vu des danseuses dont le corps se balançait avec la régularité ou la furie insensible d'un palmier. Cet œil si plein de profondeur, et où il y a des épaisseurs de teinte comme à la mer, n'exprime rien que le calme et le vide, comme le désert. Gustave Flaubert, Lettre à Louise Collet, 1853. زنان را ستایی سگان را ستای. Vénérer les femmes, c'est comme vénérer les chiens. که یک سگ زرد به از صد زن پارسای. Un seul chien a plus de valeur que 100 femmes savantes. Attribué au poète Ferdowsi, Xe siècle.
Asiadé parle peu. Elle sourit souvent, mais ne rit jamais. Son pas ne fait aucun bruit. Ses mouvements sont souples, ondoyants, tranquilles, mais ne s'entend pas. C'est bien là cette petite personne mystérieuse qui le plus souvent s'évanouit quand paraît le jour et que la nuit ramène ensuite à l'heure des djinns et des fantômes. Pierre Loti, Asiadé, 1879. Les femmes européennes, toutes des putes. Chérine, 2010. زن و اژدها هر دو را خاک به. La femme et le dragon sont voués à disparaître. جهان پاک از این دو ناپاک به. Le monde sera plus propre sans ces deux impurs. Attribué au poète Ferdowsi, Xe siècle. La femme orientale est une machine et rien de plus. Fumer, aller au bain, se peindre les paupières et boire du café. Tel est le cercle d'occupation où tourne son existence. Flaubert, Lettre à Louise Collet, 1853. La femme n'a pas de place dans la société, n'a pas de place dans le gouvernement, n'a pas de place égale à l'homme. Porte-parole des talibans, septembre 2021. Regardez comme elles sont, les femmes occidentales. Elles mettent des costards pour se sentir à hauteur des hommes. Un professeur d'éthique, Combe, 2018. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise de porter le hijab. Elles connaissent toutes très bien la charia. Kaboul, septembre 2021. Les médias occidentaux nous représentent comme d'horribles créatures, enveloppées dans leur tchador, affublées de masques de cuir, telles les captives d'un harem dissimulé derrière leur voile. Ils présentent une femme en burqa comme l'incarnation de la femme arabe. Le visage sombre, la tête basse, le corps informe, incapable de penser et de s'exprimer. Sahar Khalifa, écrivaine, 2015. Nous n'avons pas cherché à mettre d'ordre dans cette citation. C'est une poignée de pierres précieuses que nous prenons au hasard et à la hâte dans la grande mine d'Orient. Victor Hugo, Les Orientales, 1829.
merveilleux final et regardez ces pages blanches sur lesquelles nous sommes tous et toutes invités à écrire. Merci de votre présence et de votre écoute et à bientôt.